Bon, je vais pas faire d'introduction là ce soir pour le podcast entre guillemets canapé. On va appeler ça des podcasts canapé, tiens. C'est parfait pour rejoindre les précédents. Mais là, tu viens de me dire à l'instant, en off, qu'est-ce qu'ils sont débiles les gens. Tu l'as dit comme ça, je suis désolé, on va le dire comme elle l'a dit. Elle veut pas mettre, elle veut d'habitude enlever, elle veut mettre des filtres et enlever les propos injurieux, tout ça. Mais clairement, faut vous dire la vérité. Enfin, tu dis la vérité. Ils sont débiles les gens. Pourquoi tu m'as dit ça J'ai comme même ça? dit que l'être humain était débile. Ah pardon, l'être humain était débile. Ouais. Mais est-ce que ce serait pas un trop gros jugement de valeur que tu ferais Non, là? mais parce que j'ai plein d'images, plein de trucs qui fusent dans ma tête comme ça. Je sais pas d'où ça me vient, mais des fois je me dis, mais c'est pas possible. Vraiment, cette espèce est complètement dégénérée, quoi. C'est pas possible d'être aussi bête. Mais tu penses à quelque chose en particulier? Enfin, qu'est-ce qui t'est venu tout à l'heure pour que tu essaies? Allez, dans le milliard de petites choses qui sont passées par ta tête, quel est le petit détail qui t'a fait Il y en a crisser? il y en a eu plusieurs, mais une des choses à laquelle j'ai pensé, c'est que il y a des personnes, quand tu parles de certaines choses auxquelles tu es confronté face à la médecine, ils se foutent de toi, ils se moquent de toi, ils te croient pas, ils te ridiculisent, ils portent des jugements de valeur comme ça, simplement parce que c'est pas la médecine qui l'a dit, c'est pas la science qui l'a dit, donc ça a aucune valeur. C'est comme si la science était devenue l'ultime religion, l'ultime parole, la seule et unique vraie voie qu'il fallait suivre et qui était véritable et que c'était la seule et unique vérité, quoi. Dès que tu dis autre chose, bah non. Oui. Alors là où les gens s'égarent aussi, c'est que là tu viens de dire, t'as l'impression que c'est leur seule et unique vérité, la science, tout ça. Mais la science n'est pas une vérité, la science est une recherche de vérité. Oui. C'est ça, la dénomination de la science, c'est une recherche de vérité. Donc pour pas... Ouais, mais en plus, quand tu regardes dans les faits, quand tu regardes bien, et comme tu le dis, c'est une science, c'est une étude, on observe bien que ce qui était vrai un jour évolue. En fait, rien n'est figé dans la science. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui fait une découverte, cette découverte est validée, approuvée, avec des études scientifiques ou des études qui ont été menées, des tests en laboratoire ou des expériences, etc., même sur des animaux d'ailleurs. Et elle est validée. Mais du coup, le problème, c'est que on va se rendre compte peut-être 50 ans plus tard que cette idée, elle était que partiellement vraie, ou peut-être même pas du tout, et que ce qu'on croyait être bien est en fait hyper délétère. On va donner, par exemple, un produit à des personnes pendant 10 ans en disant il faut absolument prendre ce truc, et finalement, comme l'histoire du Distilben qui a été prescrit à des centaines et des centaines de femmes, sous prétexte que c'était pour... que leur grossesse se passe dans les meilleures conditions possibles, sauf qu'en fait ça a fait tout l'inverse et ça a conduit à des catastrophes. Mais pendant des années, on a décrété que c'était la voie à suivre et que c'était bien et qu'il fallait prendre ce produit-là. Du coup, c'est un peu ça le problème, c'est que moi je trouve qu'à partir du moment où il y a une étude qui va prouver quelque chose, ça devient presque un dogme en fait. Quand je dis ça devient une religion, c'est ça, ça devient une croyance absolue qu'on ne peut remettre en question. Oui, alors que tu vois, moi j'ai étudié certains compléments alimentaires il y a 15 ans, je t'en parlais tout à l'heure, et certains de ces compléments alimentaires que j'étudie il y a 15 ans, tu m'as demandé à quoi ça sert ceci, à quoi ça sert cela, notamment dans le cadre du POIS, donc du post-orgasmic illness syndrome, je te dis voilà les compléments alimentaires que j'ai utilisés, et tu me demandais spécifiquement pour tes propres connaissances, mais à quoi ça sert, comment ça marche, et ainsi de suite. Et là, j'étais sorti mon récit, mais mon récit, je l'ai appris il y a 15 ans. Et je t'ai dit quoi? À la fin de mon récit, je dis, je suis pas sûr que tu doives retenir toutes ces informations-là, parce qu'il n'est pas exclu que ce qui a été décrit il y a 15 ans sur les processus de ce que ça engendre de prendre tel ou tel complément alimentaire dans telle et telle condition, en fait, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit toujours le cas. C'est-à-dire que ce qui a été dit il y a 15 ans est probablement plus vrai aujourd'hui. Oui, plus à 100%, plus de la même manière. Ouais. Mais c'est toujours, on croit comprendre quelque chose, et ça veut pas dire que c'est erroné, c'est juste qu'on le comprend avec les outils de mesure qu'on a à l'instant T, ou avec les capacités de compréhension qu'on a à l'instant T. Dans les années 1900, peut-être qu'on n'était pas capable de comprendre certaines choses qu'on comprend aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les mêmes outils de mesure.
Sauf qu'en 1900, Quoique. on allait dire oui, alors que peut-être que justement, comme il y avait moins d'outils de mesure, ils se fiaient peut-être un peu plus à leur propre expérience personnelle pour pouvoir établir des choses et se rendre compte que telle ou telle chose fonctionnait ou ne fonctionnait pas. Ouais. C'était peut-être moins perverti justement, parce on s'en réfère tellement à l'outil, à ce qui est extérieur à nous, qu'on ne sait même plus s'écouter nous et se faire confiance et voir expérimentalement ce qui a fonctionné. Ouais. Tout comme tout ce qu'on ramène aujourd'hui sur les nouvelles technologies. Alors là, je change un peu de sujet, mais je parle. Là, je viens au biohacking, mais pas au biohacking naturel, mais le biohacking compensé par les nouvelles technologies, donc qui est beaucoup plus en vogue maintenant. Moi, je suis plus dans la discipline naturelle, donc ramener le corps à sa nature originelle. Alors que le biohacking technologique, ce que je vais appeler technologique, c'est des compensations par la technologie. Et des améliorations par la technologie. Alors il y a des choses très intéressantes probablement, dont je ne maîtrise pas tous les sujets, mais moi je maîtrise vraiment, je suis expert sur le biohacking naturel, mais qu'est-ce qui vient qu'on retrouve dans le biohacking technologique ? Qu'est-ce que font les nouveaux appareils ? Qu'est-ce que reproduisent ces appareils technologiques qu'on vend et qu'on vante pour le biohacking ? Ils reproduisent les effets de la nature. De ce qu'on est censé faire à l'état naturel. Voilà, exactement. Bah oui. Et en plus, tu vois, moi, ce que je reprocherais un petit peu à ces méthodes-là, et non pas pour dire qu'elles sont pas valables et qu'il faut pas y avoir recours de temps en temps, c'est vraiment nécessaire et utile, mais c'est juste qu'une fois de plus, ça te piège dans un état de dépendance. Tu vois, je veux dire, si tu as recours à certains types d'injections ou je sais pas quoi, en fait, après, tu vas devenir dépendant de ça et tu sais plus fonctionner sans. Et finalement, pour moi, c'est pas du tout s'émanciper, t'es pas du tout libre en réalité en fonctionnant comme ça. Alors que si tu retournes à ton état naturel et que tu fais un reset de ton propre corps et qu'en plus tu le reprogrammes, en fait, c'est une reprogrammation de ta propre biologie. En fait, il faut voir que ton corps, il est capable à lui tout seul de parfaitement fonctionner, à lui tout seul de parfaitement guérir, à lui tout seul de parfaitement se régénérer. Alors que voilà, une fois de plus, on remet tout à un médicament, un traitement, un appareil. Tu vois, à chaque fois, c'est quelque chose d'extérieur à nous. Mais ça nous rend en état de dépendance. Alors, comme tu l'as si bien dit, des fois, c'est utile, ça peut être utile, ça veut pas dire que c'est d'avoir pas bien. Un élément de compensation ponctuel, mais le fait de donner, de nous soumettre à des éléments de compensation systématiques, quotidiens, en fait, oui, tu as raison, on se soustrait une partie de nous-mêmes, en fait, je sais pas si j'ai bien dit la phrase, mais... et du coup, on oublie, d'ailleurs, on finit par oublier qui nous sommes. Et d'ailleurs, c'est valable, là, on parle de physiologie, de biologie, mais c'est valable aussi dans d'autres espaces, dans d'autres formes. C'est-à-dire que dans les relations, il y a tellement d'artifices compensatoires maintenant que, par exemple, avant, on savait communiquer avec quelqu'un, mais grâce à la nouvelle technologie, on sait communiquer avec quelqu'un désormais, mais pas de la même manière qu'avant, ce qui rend notre façon de communiquer avec quelqu'un du avant impossible, en fait. On ne sait plus faire, parce qu'on s'habitue au nouveau système de compensation, ce que j'appelle un système de compensation, donc c'est pareil pour le biohacking technologique, ou pour certaines substances, on s'habitue c'est transposable à tellement de domaines, de tout comme les applications de rencontres, on s'est habitué à passer, certaines personnes en tout cas, une grosse frange de la population s'est habituée à passer par des applications de rencontres. Je dis pas que c'est mauvais ou c'est pas bien, je m'en fiche, tant mieux pour ceux à qui ça sert, et à ceux à qui ça rapporte de l'argent, mais ceux qui sont passés par les applications de rencontres ont contaminé tellement de gens qui sont passés par des applications de rencontres que maintenant, ces gens-là, eux, tu leur demandes demain de t'expliquer comment... En fait, non. Tous les codes ont changé parce qu'on a habitué les gens à passer par un artifice de compensation. Et c'est valable pour ça, pour ceci, pour un diagnostic, pour tout un tas de détails en fait. Je me suis un peu Oui, perdu, puis en plus, tu vois, je pense qu'il faut savoir sentir à quel moment la technologie te sert et à quel moment tu bascules à un point où elle te dessert. C'est-à-dire la surutilisation de la technologie, ça finit par te desservir dans la mesure où en fait ton corps, en fait, si tu lui donnes trop de confort à plein de niveaux, il va plus faire le travail parce qu'il n'a pas besoin de le faire puisque tu lui donnes tous les éléments de compensation. Du coup,
le jour où il n'y a plus cet élément de compensation, ton corps, en fait, c'est comme s'il était devenu paresseux, il a oublié, il ne sait plus comment faire. Tu vois, moi, je vois bien, j'ai froid. J'ai froid tout le temps. Oh. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui connaissent ça. En fait, tu Ouais. vois, quand j'avais 16, 17 ans plutôt, j'allais au lycée et je faisais 20-25 minutes de marche, donc 4 fois par jour. Parce que le midi, je rentrais. Et quel que soit le temps, je faisais ce trajet-là, même s'il pleuvait. Moi, je vivais dans l'est de la France, il faisait froid, parfois il neigeait, parfois c'était glacé. Et en fait, j'ai eu une période, j'avais même pas un manteau d'hiver, je mettais jamais d'écharpe, je mettais jamais de bonnet, je mettais jamais de gants. Je me faisais engueuler gentiment par ma maman qui me disait « Habille-toi, tu vas attraper froid ». Résultat des courses, j'avais jamais froid, j'attrapais pas froid, je tombais pas malade. Aujourd'hui, en fait, à force qu'on me dise « Mets un foulard, mets un manteau, mets une écharpe, mets des gants, mets un bonnet », en fait, si j'ai pas ça, maintenant j'ai froid. Au point que dès que j'ai un peu froid, il faut que je sorte une bouillotte. Et du coup, après, le problème, c'est que j'ai les pieds froids. Et si j'ai les pieds froids, ça m'empêche de m'endormir. Donc du coup, je deviens dépendante et tu tombes comme ça dans un système où en fait, tu ne sais plus fonctionner sans. Tout, t'as raison, t'as raison de mettre ça. Ça va parler à plein de filles, ça. Mais oui, c'est un exemple. C'est comme le truc. Non, mais la crème sur la peau. Oui, la crème sur la peau, les sticks à lèvres, par exemple. Ça, c'est pareil, j'ai fait la connerie. Et si vous avez des enfants, mais les laissez surtout pas faire cette connerie-là. Moi, je me souviens, je devais avoir ouais, peut-être c'est pareil, 15 ans, quand j'ai eu une américaine qu'on accueillait dans ma famille qui avait ramené des produits qui se faisaient qu'aux États-Unis. Et à l'époque, il y avait un stick à lèvres avec des paillettes, c'était super joli, j'en avais jamais mis de ma vie. J'ai commencé à m'en mettre, c'était le truc un peu glitter, sympa, très girly. Et j'aimais bien, sauf que le problème, c'est qu'à force d'en mettre tous les jours, quand j'en mettais pas, j'avais les lèvres ultra gercées, hyper sèches, et je pouvais plus être sans. Si j'avais pas un baume à lèvres, c'était un inconfort total pour moi. Et tes lèvres se sont habituées. Mes lèvres se sont habituées à ça et du coup, pour ne plus avoir besoin d'en mettre, ça m'a pris des années après. De devoir refaire le processus inverse, c'est-à-dire de réapprendre à mon corps, de savoir comment amener l'hydratation correcte à cet endroit-là pour que je n'ai plus besoin de cet outil de compensation qui en fait sert à rien. Ouais. Parce que ta peau et ton corps, il sait de lui-même lustrer, lubrifier, faire briller, oui. Rendre doux, rendre soyeux à partir du moment où il n'est pas surpollué et qu'il n'est pas abîmé par trop de choses, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on subit plein de pollution extérieure et intérieure. Mais voilà, en fait, il ne faut pas tomber dans ce piège des mécanismes compensatoires. Et pour en revenir à ce que tu disais, et te rendre la parole par rapport au biohacking naturel, c'est en ça que je trouve ça génial. Pour moi, ça a été magique. J'utilise vraiment magique de voir à quel point, en faisant des choses mais tellement simples, tellement basiques presque, en fait, mon corps, il était capable de faire des miracles. Vraiment. Vraiment, ce que la médecine n'avait pas pu faire pour moi pendant 20 ans, mon corps a réussi à le faire en quelques mois. Juste parce que je lui ai donné les outils de biohacking, mais qui étaient naturels, c'est-à-dire aucun mécanisme compensatoire. Juste ce dont il avait besoin, des éléments de base nécessaires. À partir de ça, il a su tout reconstruire, tout remettre en ordre, tout reprogrammer. Combien de mois il t'a fallu réellement pour atteindre ça, objectivement, hein ? Objectivement, 6 mois. 6 mois ? Donc, c'est-à-dire que t'as réglé 20 ans de souffrance en 6 mois. En 6 mois. Et 6 mois, c'est parce qu'en fait, j'ai pas réussi à tout mettre en place tout de suite. Oui. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais chacun son rythme. T'as fait tes essais-erreurs, essais-erreurs. Puis j'ai été par étapes, j'ai pas pu tout modifier d'un coup dans ma vie. Donc j'ai modifié une chose, après j'ai modifié une deuxième, après la deuxième, j'ai modifié, mais après, même si j'ai arrêté certaines choses, après j'ai fait l'erreur d'y retoucher, puis après tu comprends que ça va pas. Donc voilà, tu testes en fait, t'expérimentes toi-même et tu vois bien en fait que ton corps il réagit et il te montre en fait les signes de oui ça marche, ça marche pas, même s'il faut du temps, il faut se laisser le temps aussi, faut pas être trop impatient, c'est ça je tiens à le dire parce que des fois on change nos habitudes de vie, ça nous demande des efforts quand même considérables, c'est pas évident au départ et on voudrait qu'en un claquement de doigts ça marche. Et en fait, on est hyper exigeant avec nous-mêmes, on est hyper impatient, et dès qu'il y a un petit grain de sable ou un petit effet
où on a la sensation qu'on régresse ou que ça marche pas, on a envie de tout abandonner tout de suite. Non, il faut aussi se rappeler que ça fait 20 ans que tu es dans un chemin qui fonctionne pas. Si tu es en train de... En gros, c'est comme un paquebot qui est énorme et à qui tu demandes de changer de cap. Bah, en fait, le bateau, il peut pas faire genre ça et d'un coup faire un virage à 90. En fait, il faut le temps que la courbure s'inscrive, surtout s'il est gros et s'il est lourd, ce paquebot. Il faut absorber les mouvements de l'eau, il faut absorber déjà pas mal de choses sur la coque. Et c'est intéressant. Et tu peux pas modifier une trajectoire comme ça du jour au lendemain, ça prend du temps. Donc il faut aussi être tolérant, patient avec soi-même et se dire ok, parfois je trébuche, c'est pas grave, je continue à avancer et petit à petit tu es en train de redresser la trajectoire et de t'orienter vers une nouvelle voie qui est ta porte de sortie en fait. Mais du coup, toi tu disais que la médecine t'a pas aidé pendant 20 ans et tu t'es aidée toute seule pendant toute seule. Tu t'es aidé, tu as accepté de te faire confiance sur un nouveau chemin pendant 6 mois pour pouvoir avoir le résultat que tu as eu, que tu n'as pas eu auprès de la médecine. Parce que pour quelle raison tu n'as pas eu ce résultat auprès de la médecine ? Je pense qu'il y a beaucoup de maladies et de mécanismes qui sont encore inconnus ou mal compris par la science. Et que même avec la meilleure volonté du monde, parce que je suis tombée sur des médecins, certains qui étaient vraiment très gentils et que je sentais avoir la vraie volonté de m'aider, c'est juste qu'eux-mêmes n'avaient pas les outils, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, dans leur propre apprentissage, c'était quels sont vos symptômes. Après, une fois qu'on a compris les symptômes, on fait ces examens-là, et au décours de ces examens, on donne tel traitement. Mais en fait, les traitements, c'est même pas, pour certaines maladies, ils savent pertinemment qu'aujourd'hui, il n'existe pas de traitements qui guérissent, ce sont que des traitements qui pallient à la symptomatologie, ouais. Voilà, ça. Et en fait, ça t'enlève certaines douleurs, mais moi-même dans mon cas, c'est que même les traitements ne fonctionnaient pas. C'est-à-dire que des fois, je croyais avoir une amélioration. Je me disais, peut-être ça marche, puis finalement, après, tu rechutes. Au final, tu peux penser immédiatement que le traitement t'a aidé, mais en fin de compte, tu te rends compte que non, c'est juste ton corps qui a réussi à moduler certaines choses pour créer une espèce d'accalmie, et puis c'est toujours par crise. Mais on te traitait pourquoi ? C'est le traitement pourquoi ? Moi, on m'a traité pour la maladie de Crohn, donc c'était un traitement spécifique qui est dédié à la maladie de Crohn. Pour un diagnostic que tu as eu sur la maladie de Crohn ? Oui et non, c'est-à-dire qu'au départ, il y a des personnes qui m'ont dit suspicion de Crohn, et qui ont fait les examens, et qui ont dit oui, maladie de Crohn, et puis après... j'ai déménagé, j'ai revu d'autres gastro qui m'ont refait passer les examens, qui m'ont dit non, finalement on n'est pas sûr que ce soit ça parce que vous avez tous les symptômes, vous rentrez vous cochez toutes les cases, mais quand on fait tel examen n'est pas probable, donc du coup on peut pas l'affirmer à 100%. Ouais. Donc tu restes en suspension avec un peut-être diagnostic mais il y a de grandes chances que ce soit ça, mais bon, jusque là on t'a quand même quelque part traité pour un diagnostic pas fait. Pas à 100%, pas validé à 100%. Donc, quelque part, un faux diagnostic. C'était un faux... Comment te dire ? En fait... Une erreur de diagnostic. Non, tu peux pas dire ça non plus. Non, je peux pas dire ça. En fait, au final, on peut pas savoir si oui ou non il y avait réellement la maladie de Crohn. C'est-à-dire que dans la symptomatologie, ça cochait toutes les cases de la maladie de Crohn. Ouais. Tout comme moi, je coche toutes les cases de la maladie de Guillain-Barré, par exemple. Mais voilà. Je n'ai pas la maladie de Guillain-Barré. Mais par contre, quand ils m'ont fait en fait, pour un des moyens de diagnostiquer cette maladie, c'est que quand ils te font des coloscopies, ils prélèvent un petit morceau de ton intestin qui part en laboratoire, qui est analysé, et normalement, avec ça, ils sont censés rendre un diagnostic ferme et définitif. Moi... il n'y a pas eu, quand ils ont fait les prélèvements, je ne sais plus comment on dit. Biopsie. Une biopsie, voilà. Quand la biopsie n'a pas permis de attester à 100%. Par contre, à la coloscopie, il y avait bien des éléments visibles qui étaient typiques de la maladie de Crohn. Donc, voilà, il manquait un élément pour valider le point final. Mais tous les autres éléments qui étaient en avant, oui, allaient dans ce sens-là. Donc, c'est difficile, finalement, de dire si... Il y a certains médecins qui vont dire oui et d'autres médecins qui vont dire on n'est pas encore sûr à 100%. Ouais. Mais au final, j'ai été traitée pour ça, plus en parallèle des règles atrocement douloureuses, et j'ai été traitée pour ça, sans qu'on me parle d'endométriose avant, je
c'est pas... j'ai eu mes premières règles à l'âge de 13 ans qui ont été super douloureuses et je crois qu'on m'a parlé d'endométriose peut-être quand j'avais 28 ans la première fois. Donc 15 ans plus tard. Ouais. Et en attendant, on m'a traité pour ces règles douloureuses avec des pilules en fait. Et ça me soulageait. Mais ça me soulageait quelques années et puis après ça recommençait. Parce que Mais aujourd'hui, l'endométriose, elle est traitée comme ça. Et en fait, c'est pas un traitement. On dit traiter, mais en réalité, un traitement est censé guérir. Là, il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'existe pas encore, à ma connaissance, de traitement qui guérisse cette maladie. On sait juste traiter les symptômes et améliorer, soulager un peu. Sauf que, voilà, moi j'étais face à ça. Je suis restée des années en errance comme ça. Et au final, ce qu'aucun traitement n'a réussi à faire, juste en reprogrammant ma propre biologie, en changeant toutes mes habitudes, tout ce que je faisais au quotidien, en changeant tout ça, j'ai donné la possibilité à mon corps de fonctionner de manière optimale et de guérir par lui-même. C'est lui qui a fait le boulot, c'est même pas moi, je lui ai juste donné les armes, laissé la place. Les outils pour qu'il puisse faire. Et c'est en ça que je dis c'est miraculeux, parce qu'en fait on soupçonne pas. En fait, quand t'as une certaine maladie, on te dit c'est des maladies incurables. Donc au final, tu te dis je vais vivre avec ça toute ma vie. Tu n'imagines même pas que tu puisses t'améliorer à un tel point. Ça veut pas dire que t'as plus la maladie, ça veut juste dire que du coup, je n'ai plus aucune entrave liée à cette maladie. J'ai plus aucune douleur, pour moi, je ne ressens plus la maladie. Ouais. En réalité, si on te disait que cette maladie, tu l'avais à vie, qui décemment peut intellectuellement vivre toute sa vie avec ça ? Enfin, je pose une question ouverte, mais est-ce que tu penses que c'est réellement possible de souffrir avec les douleurs atroces que tu avais pendant 50 ans ? Pendant 60 ans ? Je pense que certaines femmes l'ont fait, parce qu'elles n'avaient pas le choix, mais je pense que c'est un supplice au quotidien. C'est vraiment un supplice. C'est pas une vie, c'est un calvaire. Tu deviens autre chose qu'une femme, du coup, parce que je pense que ça finit par avoir un impact. Quand je dis autre chose qu'une femme, attention, ne me regardez pas de travers. J'ai pas dit chien, chat, écureuil ou lapin. Quand je dis autre chose, c'est dans le sens où ça modifie ton caractère, ça modifie qui tu es. Même si tu es profondément ça avec la douleur, mais ça doit forcément modifier quelque chose en toi, dans ta condition d'être femme, dans ton espace intime, dans ton espace commun. T'es bridé à tous les niveaux. Tu fonctionnes en sous-régime, c'est-à-dire qu'en plus, tu peux pas te permettre certaines choses, c'est-à-dire que ta vie de couple, autant dire qu'avoir une vie de couple, c'est très compliqué, avoir une sexualité, c'est très compliqué. Se projeter dans un métier et progresser sur les échelons pour celles qu'on vit, c'est compliqué. Voyager, c'est compliqué. Sortir ou entretenir des relations humaines avec des amis ou avec ta famille, ça devient compliqué. Tout devient un supplice. C'est pas une vie, vraiment, c'est pas une vie, quoi. Mais je pense que c'est la même chose pour les hommes qui sont atteints de POIS. Ah oui, certainement. Après, la différence entre les femmes qui sont atteintes d'endométriose ou de douleurs de type de celles que tu as vécues, que d'autres vivent, la différence avec les hommes, c'est que les hommes ne parlent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas un calvaire. Ils parlent pas, du coup, mais oui, ils vivent certainement un calvaire. Bon, je peux en parler puisque moi j'en ai été atteint, mais on vit un calvaire silencieux, mais en fait, mis à part nous et nous-mêmes, on n'a personne à qui en parler, parce que c'est d'autant encore moins considérable, considéré ou considérable, que une douleur féminine, ou les douleurs... tu vas forcément trouver une copine à un moment donné à qui tu vas parler, qui va te dire... peut-être que tu peux m'arrêter, parce qu'en effet, peut-être que t'en as pas parlé, toi. Moi, je vais arrêter en te disant, tu sais, il faut pas croire qu'on en parle tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de non-compréhension, c'est-à-dire que les personnes qui ne passent pas par là ne te comprennent pas. Souvent, elles pensent que tu fais du cinéma, que tu exagères, ou que tu as envie de te victimiser, ou d'attirer l'attention sur toi, ou que tu es dépressive, ou... je pourrais en citer tellement, des choses comme ça. Et finalement, à force de subir ce genre de jugement, tu finis par te taire et te replier sur toi-même. Et à tous les niveaux, parce que tu te replies sur toi-même à cause de ta souffrance. Tu finis vraiment, tu sais, t'es comme un bébé en position fétale, Oui. Autant physiquement, t'es dans cette position de repli, autant physiquement pour supporter la douleur,
que émotionnellement et psychiquement en vrai. Tu te replies complètement et tu te refermes et tu finis complètement isolé. Mais alors... T'en parles pas tant que ça. C'est ce que j'allais te demander, mais du coup, tu as répondu à la question, parce que j'allais te dire quelque part, toi, quand tu souffres et que tu oses en parler à une amie, à une copine ou à quelqu'un de ta famille, peut-être une tante, une cousine, vers qui naïvement tu te dirais, je peux me tourner vers elle pour raconter, c'est une femme, je peux me tourner vers elle parce que là, je sais pas si c'est normal ce que je vis, mais j'aimerais quand même, enfin c'est pas normal, de toute façon c'est pas normal, mais j'aimerais quand même avoir le soutien de quelqu'un, donc j'en parle. Comment réagissent ces gens-là? Bon, tu viens à peu près de me répondre, mais si tu veux m'en rajouter une couche, tu peux. Mais comment réagissent les gens à qui tu oses dire que tu as vécu ça? Et pire encore, comment réagissent les gens à qui tu oses dire que tu as vécu ça, et que dorénavant, c'est derrière toi, et qu'on te dit, t'as quel médecin t'a aidé? Et tu dis, aucun médecin. Que c'est toi qui as fait ce parcours du combattant, de la combattante, que c'est toi qui as trouvé tes règles, sans jeu de mots, c'est toi qui as trouvé qui a joué dans ta propre, tes propres règles pour pouvoir trouver les solutions à cette conséquence, à ces conséquences symptomatologiques d'une défaillance qui était dans tes chairs, dont tu n'es pas responsable, a priori, et qui t'a fait souffrir le martyre pendant des années. Donc quand les gens, tu leur dis, t'as fait comme ci, comme ça, alors que c'est pas dans les conventions, c'est pas dans les normes, comment réagissent ces gens-là face à toi? T'es pas médecin, t'es pas scientifique. Pour répondre à la première question, pardon. Ce dont je me suis aperçue un peu tristement, c'est que les seules personnes qui finalement me comprenaient vraiment, c'est celles qui avaient vécu des choses similaires, qui avaient souffert dans leur chair. Par exemple, ma maman n'avait jamais souffert de douleurs de règles. Elle comprenait pas. Elle m'a même dit une fois, arrête ton cinéma, alors que je me tapais littéralement la tête contre un mur de douleur, tellement la douleur était insupportable. Et à l'inverse, des années plus tard, j'ai osé en parler à ma grand-mère, et à ma grande surprise, j'ai découvert que ma grand-mère avait souffert de ça très longtemps aussi. Et que du coup, elle comprenait ce que j'avais subi, et ça a été presque un soulagement que quelqu'un d'aussi proche que moi puisse me comprendre aussi bien. Parce que déjà, de ne pas être compris, c'est très dur à vivre. Et pour répondre à la deuxième partie, quand tu parles du fait que déjà la médecine t'a pas aidé, ça choque beaucoup. Les gens ne le comprennent pas non plus. Limite, ils te disent ouais, t'exagères ou c'est grave ce que tu dis, comme si c'était très grave, mais c'est pas un jugement, c'est juste un fait, c'est juste mon expérience. Il y a des femmes qui ont eu de la chance, et vraiment elles ont la chance de rencontrer des médecins qui les comprennent et qui apportent un vrai soutien et des vraies solutions, mais je pense que c'est une infime part par rapport à toutes celles qui sont en errance médicale comme je l'ai été moi. Et en fait, je vois bien que la plupart du temps, certaines personnes n'y croient pas, elles ne pensent pas que on puisse par nous-mêmes mettre en place des choses qui vraiment nous améliorent à un tel point, quoi. Oui. Parce qu'on a été conditionné à penser que ça n'est pas possible. On pense que la seule façon de survivre à une maladie ou de se réparer d'une maladie, de se remettre d'une maladie, c'est forcément à travers la médecine, et qu'il n'y a que cette voie-là qui est viable et qui est correcte. Mais ça me fait penser à un épisode de Kaamelott. Je pourrais pas le réciter, mais je viens de penser, j'ai des images, quand il discute avec Merlin, et que Merlin lui dit « Tiens, c'est une nouvelle technique pour guérir de je sais pas quoi, une plaie peut-être, je crois. » Le roi Arthur, là, il lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle connerie ça, c'est quoi comment vous appelez ce truc ?» Et Merlin, il répond « Ça, c'est la médecine. » C'est quoi? Et t'as le roi Arthur qui répond, en gros, c'est quoi cette merde? C'est un truc nouveau qu'ils connaissaient pas avant, ça n'existait pas, la médecine. Ça veut dire, on se soignait par d'autres méthodes avant qu'on développe ce principe de la médecine. Mais c'était des méthodes ancestrales. Ouais, voilà. Mais qui fonctionnaient. Mais on a oublié ça, et aujourd'hui, on a désavoué cette voie-là, en fait. Aujourd'hui, on la renie, on y revient petit à petit, heureusement. Mais combien d'années ça a été renié, je veux dire, alors qu'il y a plein de peuples en Afrique, des peuples autochtones qui se soignent encore comme ça. Tu sais que je me suis fait embrouiller il n'y a pas longtemps par une personne
qui travaille dans les milieux hospitaliers, qui est entouré de scientifiques et de professeurs de médecine, et qui a osé me dire que tout ce que je disais était faux, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas ? Tout ce que je raconte qui est tiré de mon expérience, qui est vrai, qui est là, ça n'existe pas. Comme le elle a osé me dire, droit dans l'oreille, que le post-orgasmic illness syndrome n'existe pas. Alors, je l'ai déjà dit moi aussi, mais c'était une façon de dire en gros que le post-orgasmic illness syndrome est une appellation qu'on met là pour régir cette symptomatologie-là, mais qu'en vrai, c'est autre chose qui est responsable de ça. C'est pour ça que je dis le post-orgasmic illness syndrome n'existe pas. Tout comme l'endométriose pourrait ne pas exister. On a juste ciblé les choses pour leur donner une appellation et pour ranger ça dans des cases encore. On a besoin. C'est-à-dire tous les noms de maladies, en vrai, pour moi, on pourrait dire qu'ils n'existent pas. Ce qui existe, c'est le dysfonctionnement de nos corps. Voilà. Et de toute façon, c'est toujours un même vecteur commun à ça. C'est un dysfonctionnement, mais peu importe le nom qu'on mette là ou là, la problématique de fond est la même en vrai. Oui. Donc on pourrait ne pas donner de nom à quelque maladie que ce soit, et au final vouloir traiter le fond du problème et arriver à un résultat positif dans tous les cas. Oui, mais ce qu'elle me dit, elle, c'était pas dans le sens où... voilà, c'est pas dans le sens qu'on est en train d'amener. Non, elle disait non, ça n'existe pas, tu racontes n'importe quoi. En gros, tout ce que je racontais, alors que je l'ai vécu dans ma chair, n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas ? Parce que dans leur centre hospitalier, dans leur milieu hospitalier, ils n'ont rencontré personne atteint de ce syndrome qui a osé dire qu'il souffrait. Ouais, de ce syndrome potentiellement, ou de quelque chose, ou d'une conséquence, d'une symptomatologie qui appartiendrait à ce syndrome. Parce que c'est très complexe d'expliquer. Déjà les hommes, on revient sur les hommes, même si tu m'as dit que possiblement les femmes parlaient peu ou pas parce qu'elles se sentaient mal jugées, mais un homme, dans sa virilité, dans sa masculinité, dans sa grandeur d'homme, un homme, il souffre en fait. Bah oui. À part quand on tourne en dérision, il s'est coupé le bout du doigt, mon chéri, il saigne, oh là là, il va mourir, il a une grippe. Bon, c'est vrai que face à certaines absurdités légères, les hommes sont un peu plus... semblent un peu plus fragiles. Il se couperait le bout du doigt, il chialerait, alors qu'il se prendrait un coup de batte de baseball dans le tibia, ça va. Mais donc il y a des choses qu'on comprend pas trop, mais c'est comme ça. Mais pour revenir à une souffrance profonde, les hommes en règle générale se taisent. Les souffrances lourdes, ils se taisent. Ils vont dans la grotte, ils hurlent plus ou moins, ils chuchotent avec eux-mêmes, et puis ils reviennent sur le devant de la scène. Mais ils reviennent par excès de... Je vais pas dire par excès d'ego, mais... Ah, c'est moi, c'est moi le plus fort, c'est moi, je dois tenir. Ils peuvent plus marcher. Ils veulent pas se montrer défaillants. Ils veulent pas se montrer défaillants, ils veulent pas l'admettre qu'il y a une défaillance. Et j'ai fait partie de ces hommes-là. D'autant plus quand ça touche l'affaire sexuelle, c'est hyper tabou, c'est hyper complexe d'en parler. Et comme tu le dis, pour eux, ça touche à leur virilité. Donc je pense que... Et même pour les moins virils d'entre eux. Ouais, bah bien sûr, mais ça reste des hommes. Et j'imagine à quel point c'est compliqué d'en parler, alors qu'en fait, il faut oser en parler. Et puis tu sais, il y a plein de maladies, pour revenir aux étiquettes, parce que maintenant on a étiqueté plein de maladies, il y a des nouvelles maladies qui apparaissent aujourd'hui, qui n'ont pas encore d'étiquette, et tant qu'elles n'ont pas d'étiquette, elles n'existent pas. Elles n'existent pas, c'est dans votre tête. Tiens, tu vois. Je te raconter un truc, ma maladie n'existe pas, elle n'existe toujours pas, la mienne. Hein. Mais parce que t'es le seul à l'avoir sous cette forme-là. Voilà, c'est-à-dire que moi, quand c'est une maladie orpheline, tout le monde a ce mot-là à la bouche. J'ai même pas de maladie orpheline, on n'a toujours pas décrété quelle maladie j'avais. J'ai une conséquence de symptomatologie délétère et invalidante, plus une myopathie inflammatoire, non étiquetée. Alors, tu vois, je rajoute encore non étiquetée, non démontrée, non, parce que c'est comme ça que la médecine, c'est comme ça que la médecine fameuse m'a amené les choses. Donc pour l'instant, officiellement, non, je n'ai pas la maladie de Steiner, je n'ai pas la maladie de Duchenne, je n'ai pas de myopathie de Duchenne, pardon, je n'ai pas de myopathie de Steiner, je n'ai toujours pas la maladie de Charcot, ni celle de Guillain-Barré, ni celle de Miyoshi, ni la dyspherninopathie, qui est une maladie de Miyoshi. Je vous donner un tas de petits noms de myopathies qui existent réellement, je n'invente rien. C'est-à-dire que ça, c'est validé par la science. La caméra est en surchauffe. C'est validé par la science. Et je vous le dis juste comme ça, vous êtes au courant que si jamais ça coupe, vous aimerez quand même la vidéo, vous likez, vous partagez, et vous allez regarder les prochains épisodes. Parce que là, si ça coupe, c'est qu'on fera une suite. D'accord ? Là, je vois juste à l'écran qu'il
Il y a une surchauffe quand même, Ouais. donc je suis obligé de l'indiquer. Juste Donc- pour en revenir à ce que tu dis, tu vois, il y a des maladies qui sont récentes, et notamment, je vais parler du COV, Ah, le Covidé, le truc. le truc qui finit par un I et un D, tu vois. Ouais, non, ça finit par un 19, mais oui. Oui, voilà. Et ben, c'est tout récent, ça, Ouais. à notre échelle Notre échelle de vie, ouais. une vie. Et ben, les premières personnes qui ont vécu des symptômes de cette maladie-là, vu que c'était pas encore répertorié et qu'on savait pas ce qu'ils avaient, comment ils étaient étiquetés, ces gens-là? Avec une dépression ou un problème psychologique, et beaucoup ont fini en hôpital psychiatrique. C'est vrai. J'ai failli. On aurait pu m'orienter Non, en mais- hôpital psychiatrique Et moi-même. c'est à ça, l'époque. c'est Ouais. qu'avant qu'il y ait suffisamment de personnes qui se plaignent de ça et que ça soit récurrent et qu'on puisse répertorier la symptomatologie et qu'on puisse en définir, donc étiqueter une nouvelle maladie, bah, tous les premiers qui ont eu ces maladies-là et qui n'étaient pas encore nombreux, bah, ceux-là, c'est dans votre tête, donc ça n'existe pas. Et je me dis, mais tous ceux qui sont atteints de POIS, clairement, ils doivent passer par là, parce que toi t'en parles, mais il y a plein de médecins qui n'ont même pas connaissance de cette maladie-là. Donc tous ces patients qui vont chez leur médecin en disant, bah docteur, j'ai un souci, déjà c'est hyper compliqué pour eux d'en parler, et en plus quand ils en parlent, ils sont complètement discrédités, ils sont pas pris au sérieux. On va leur dire, vous avez des soucis en ce moment, vous êtes stressé, vous êtes un peu plus énervé que d'habitude. Du coup, je vais vous donner un petit cachet, ça va être un antidépresseur. Et c'est marrant, on dirait que tu décris une scène que j'ai vécue. Je pense que plein de gens l'ont vécu, en Ouais. fait. Moi, plein de fois, mais j'en parle aussi bien parce que moi aussi, on m'a proposé des antidépresseurs que j'ai refusé de prendre, et je me dis, mais heureusement que j'ai pas eu cette faiblesse de croire que j'étais folle et que je me créais mes symptômes toute seule. Parce qu'il faut arrêter de se dire ça. Oui, peut-être que le stress accentue. Oui. Je vais pas dire l'inverse. Bien sûr que le facteur stress, il est évidemment à prendre en compte, mais à la base, il y a un problème qui est là. C'est juste que le facteur stress va aggraver. Mais sauf qu'il faut arrêter de dire aux gens que c'est dans leur tête, simplement parce que c'est pas encore reconnu, que c'est pas répertorié et que la science l'a pas encore validé. Ouais, Et on fait passer les gens pour des fous. oui. Et c'est terrible. Et tu deviens, tu sais, à force qu'on te décrit comme fou, tu finis par t'associer à cette description. Tu doutes de toi-même. Tu veux dire que moi, on m'a dit c'est dans votre tête, là je reparle de ma maladie, je parle pas du POIS forcément, parce que le POIS c'est un détail que j'ai réglé, mais dans ma pathologie, c'est que j'ai une maladie neuromusculaire dégénérative grave, lourde, importante et invalidante. Ça se voit pas, je sais, on voit que les poils blancs, parce que j'ai vieilli avec le stress, mais non, je sais pas. Mais il faut dire que les choses étaient vraiment très graves. D'autant plus dans mes conditions de vie. Et très sincèrement, quand on a commencé à me dire que j'étais dépressif, je comprenais pas. J'étais en rage, je me dis, mais qu'est-ce que vous me racontez ? J'ai aucune raison d'être dépressif, toutes les portes s'ouvraient à moi, je pouvais faire le métier que je voulais, j'avais un corps D'athlète. J'avais un corps de dieu grec. Tu vois, en exagérant le pli, je sais pas, je pouvais pas m'auto-regarder, mais je veux dire, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Et là, tous les médecins me disaient, non, vous êtes dépressif, vous êtes une dépression, c'est dans votre tête. Et ben, à force qu'on m'ait martelé ça, j'ai fini par sentir un état anxiogène, voire de détresse arriver, et genre je me suis senti fragile intellectuellement, même émotionnellement, et je pense que j'ai touché du doigt la dépression. Mais parce que t'as été malmené, en fait. Ouais. T'as été malmené, c'est ça le problème, c'est que je veux pas caricaturer et dire que tous les médecins sont comme ça, c'est pas le cas. Mais non, heureusement, on en a des très bons. Heureusement qu'il y en a des très bons, mais beaucoup, malheureusement, quand ils ne savent pas identifier ce qu'on a, hop, c'est la case, c'est dans vos têtes, quoi. Mais et on est catalogué comme ça. Mais quelque part, je peux comprendre aujourd'hui avec le recul pourquoi. Au départ, je comprenais pas. Et maintenant, je le comprends. Parce qu'en fait, tu parlais de stress. Le stress, c'est quand même un fléau, et on le voit notamment en France. Moi, je suis sujet à ça de manière trop importante à mon niveau. Et j'ai remarqué qu'en effet, le stress, maintenant je le sais avec le recul,
peut vraiment créer des défaillances physiologiques. Et donc, du coup, en créant ces défaillances physiologiques, oui, tu peux te faire du mal à l'estomac, oui, tu peux te faire du mal aux intestins, oui, tu peux te faire du mal aux articulations, par simple excès de stress. Mais, dans mon cas, ça s'appliquait pas, parce que ce que mon corps a fabriqué, c'était beaucoup plus grave que le stress, même si c'était induit par un stress physiologique. C'est-à-dire qu'il était physiologique avant d'être psychique. Oui, tu veux dire que ton corps a été stressé par un élément. Il a été stressé de manière exagérée par un élément extérieur injecté. Et donc, du coup, mon corps n'a pas supporté. Il y a des corps qui supportent, plus ou moins, ces stress extérieurs. Et il y a des corps, et d'ailleurs, vous allez remarquer que tout va ensemble. Ça dépend des individus, mais pas que dans la physiologie. Ça dépend des individus dans leur physiologie et dans leur façon d'être et de se considérer eux-mêmes, d'ailleurs. Mais il y a des gens, tu pourras leur injecter ce que tu veux, leur faire manger ce que tu veux, leur faire boire ce que tu veux. Ils ne vont jamais déclencher de pathologie. Ils sont résistants à tout. Non pas parce qu'ils sont résistants, c'est parce que justement, il n'y a aucune résistance. Leur corps n'émet aucune objection à ce qui se passe. Donc aucune réaction dramatiquement grave. Et donc, du coup, il y a une frange de la population mondiale, selon les pays aussi ça va jouer, selon la génétique aussi, qui va être capable d'encaisser des trucs qui n'ont pas de sens. Et de l'autre côté, tu vas avoir des gens dont l'intolérance physiologique, d'ailleurs peut se mesurer aussi souvent l'intolérance intellectuelle, vous avez compris pourquoi, et ben en fait, à partir du moment où eux, tu vas leur donner ça, non, ça, c'est niette, c'est hors de question, donc du coup, et ça veut pas dire qu'ils sont en mauvaise... c'est pas dire qu'ils sont moins bien que les autres, c'est juste que eux, dans leurs conditions, ils ne sont pas faits pour recevoir cette injection, cet aliment, cette boisson, cet environnement. Ce n'est pas pour eux. Du coup, ça va créer un stress catabolique extraordinairement exagéré, que le corps va devoir compenser à un moment donné. Oui, il est mis en contact avec un élément extérieur qui n'est pas compatible avec son environnement intérieur. Avec son environnement intérieur. Du coup, il ne sait pas quoi faire de ce truc qui vient le polluer et le perturber. Et ça n'en finit jamais. Ce que je dis là, vous dites, il dit n'importe quoi, ça n'existe pas. Vous allez voir dans 50 ans, quand quelqu'un pondra une étude sur cette idée, vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, parce que ça m'est déjà arrivé, il y a 20 ans, j'ai dit des trucs, on m'a dit, ça n'existe pas. 20 ans plus tard, c'est là. La science va La science l'a déjà validé. Mais moi, quand j'ai raconté ça il y a 20 ans, voilà, donc, il faut vraiment que vous compreniez un truc, c'est que rien n'est figé. Pourquoi je vous parle à vous, je te parle à toi? Mais rien n'est figé. Dans le sens où tout ce qui est décrit demain sera foutu en l'air après-demain. Tout ce que vous avez compris comme étant vrai hier sera probablement complètement erroné dans 3 semaines. Tout comme quand vous faites confiance à quelqu'un, une confiance aveugle en quelqu'un, parce que vous êtes sûr et certain que vous pouvez faire une confiance aveugle en cette personne-là, vous allez vous rendre compte 18 mois plus tard que c'était vraiment probablement la personne dont vous auriez dû vous méfier beaucoup plus que de raison. Et c'est pareil dans la médecine. C'est pareil, pardon, j'ai utilisé le mot médecine, mais la vérité, elle est là. Vous pensez avoir affaire aux meilleurs. Les meilleurs sont bien souvent les pires, parce qu'ils se reposent sur une expérience théorisée, que eux-mêmes n'ont même pas expérimentée, d'ailleurs. C'est-à-dire que eux sont le chef d'orchestre d'une panoplie de statistiques et d'examens médicaux à réaliser pour le bien commun, dans le but de pouvoir trouver des solutions expérimentales ou non à une panoplie de patients qui seront les leurs ou de ceux de leurs confrères. Et c'est sans fin. C'est juste de l'expérimentation. Oui, puis en plus, pour les uns et pour les autres. Eux-mêmes sont peut-être soumis à ce qu'on peut appeler en neurosciences le biais cognitif, c'est-à-dire que ton cerveau va tout faire pour valider ce que tu as appris comme étant vrai. Donc un médecin qui a appris une méthodologie, qui l'a mis en place sur une patientèle et qui l'a validée comme ça, va de toute façon tourner en boucle et revalider ce schéma systématiquement. Donc du coup, il va rester enfermé dans un modèle qui est pour lui la seule et unique vérité valable et applicable,
Alors qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas d'autres choses, ou des choses à modifier, des choses à réévaluer, ou des choses à entendre même de leurs patients, parce que leurs patients vont dire oui, ça marche, mais je ressens ci, mais je ressens ça. Non, 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 non. C'est balayé vite fait en disant non, non, c'est pas possible. Parce que tous les autres patients, ils n'ont pas vécu comme ça. Donc ce que vous me dites là, c'est pas possible. Mais oui, mais moi, je vous dis que je ressens ça. Ça doit être dans votre tête. Eh ben tiens, j'ai des anecdotes. J'ai 98 anecdotes, pour pas dire 100. J'aurais pu dire 122, mais bon, c'est moins marrant. Mais tu te souviens quand j'ai commencé à mettre... Non, tu te souviens pas parce que tu n'existais pas dans ce moment-là, mais j'avais commencé à mettre en place mon fameux protocole alimentaire que j'ai créé de toutes pièces, moi-même, tout seul, dans mon coin. On dit oui, mais comment t'as fait? Tu t'es bien inspiré? Non, j'ai copié personne. Je me suis inspiré de logique fondamentale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a emmerdé. Ah oui, t'as copié truc. Je connais pas truc. Comment que j'aurais pu copier truc? Mais c'est simplement parce que quand tu t'inspires de logique fondamentale, ce sont des fondamentaux. Donc, si tu comprends que le feu, ça brûle. Le feu, ça brûle. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai décrit. Personne ne peut le décrire d'ailleurs, à part ceux qui se brûlent. Mais quand tu t'es brûlé, t'as le droit de dire « Ah, je me suis brûlé avec le feu, donc j'ai le droit, j'ai trouvé que ça abîme les chairs, ça fait mal en plus, j'ai le droit de dire le feu ça brûle en fait, parce que je l'ai expérimenté. Ça veut pas dire que ça m'appartient, ça veut pas dire que j'ai déposé le brevet de le feu ça brûle, mais ça brûle le feu. Après, il y en a qui arrivent à ne pas se brûler avec le feu. Ça, je sors ça du cadre. Hein. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai créé un protocole alimentaire sur une base logique et fondamentale en imaginant ce que le corps humain était capable d'ingérer ou non à son état naturel. C'est tout. Puis c'est par observation, beaucoup. Par observation. Et j'ai créé ce protocole. On m'a dit, c'est pas possible. J'ai rencontré une première allergologue à Versailles, enfin au Chesnay, mais on m'a dit, elle, parce que j'ai rencontré des gens, j'ai cherché quelqu'un de compétent pour pouvoir m'expliquer les trucs et tout, par rapport aux intolérances alimentaires de l'époque. Hein. Et donc, du coup, on m'envoie vers une allergologue. Évidemment, une allergologue ne comprend pas ce que c'est une intolérance alimentaire, mais c'est quelqu'un qui comprend le système immunitaire, qui l'a étudié, je crois. Bon, je rencontre cette allergologue compétente dans son grand bureau dans un hôpital. Ça s'est pas très bien passé, parce que je suis venu avec une théorie, en lui expliquant que j'aimerais avoir des explications sur le fait de pourquoi est-ce que mon corps fonctionne mieux sans sucre, sans produits laitiers, sans céréales et sans matière animale, et sans maïs. Je vous donne le protocole presque. Eh ben, je vais avec cette théorie, en lui expliquant, écoutez, j'ai réduit les anomalies de vue, de concentration, d'urticaire, de peau, de boutons, d'acné juvénile, de boursouflures sous la peau, d'ailleurs même de corps, de protubérances supplémentaires au niveau des coudes. J'avais des chairs supplémentaires qui poussaient. J'ai résolu mes odeurs corporelles. J'avais des odeurs corporelles à certains endroits. Oui. Et jusque-là, on pense que c'est normal. On se dit, tout le monde pue. Jusqu'au jour où toi, tout d'un coup, tu sens bon. Tu te dis, dis donc, je sens bon. Donc, je demande tout ça à l'allergologue. Je lui dis, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que ça marche? Qu'est-ce que j'ai fait quoi à un moment? Elle a été scandalisée par ce que je lui ai demandé. Elle m'a demandé de quitter son bureau presque en me disant que c'était inadmissible, dangereux, tiens, dangereux, ça recommence, dangereux et inconscient d'avoir fait ce que j'ai fait. Qu'il fallait absolument que je prenne des produits laitiers, parce que sinon j'allais avoir des carences, et il fallait absolument que je mange des produits animaux, sinon j'allais avoir des carences, en fer notamment, et en B12. Ça a été une éruption, hein. C'est-à-dire que j'ai parlé gentiment, calmement, comme j'ai l'habitude de le faire quand je suis poli et courtois, et elle a érupté, comme ça. Quoi? Mais comment? Mais vous vous rendez pas compte? Et là, je lui dis, mais madame, si je suis venu jusqu'à votre cabinet, si j'ai réussi à marcher, j'avais plus de voiture à ce moment-là, donc j'ai marché en boitant jusqu'au cabinet, jusqu'à son bureau dans l'hôpital, je lui dis, si j'ai réussi à marcher jusqu'à vous, c'est grâce à ce que j'ai mis en place.
Donc elle m'a dit c'est pas possible, vous allez tout de suite me faire ces analyses de sang, il est hors de question que vous continuez comme ça, c'est hors de question, comment vous pouvez faire des choses pareilles, qui vous a dit de faire ça? Donc elle m'écrit l'ordonnance, ça à la fin, à l'époque c'est encore sur papier, hein, c'est papier, ça transperce le papier, ça écrit sur le feuille, bon c'était à l'écrit, pas à la machine, pas à l'ordinateur. Et elle me tend l'ordonnance, elle me dit faites ces ordonnances d'urgence, faites cette analyse de sang d'urgence. Je vais faire l'analyse de sang, le lendemain ou le surlendemain, mais biaisé dans ma tête, en plus sur ça, j'étais là, mince, j'ai fait des bêtises, elle a peut-être raison, je me mets peut-être en danger, mais bon, en même temps, j'arrive à réfléchir, j'arrive à marcher, j'arrive à conduire. Bon, et là, je fais les analyses de sang. Et donc, du coup, on sort les analyses de sang, je vais au laboratoire les récupérer, et je demande au technicien de laboratoire, je lui dis, bah, du coup, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire ce qui va pas dans mes analyses de sang? Il y avait toute une panoplie de choses, hein. Il m'a dit, sincèrement, on n'a jamais vu des analyses de sang aussi clean, quoi. Et ça veut dire quoi? Bah, tout est correct, tout est parfait même. Parfait? Ouais, c'est rare de voir des analyses de sang comme la vôtre. D'accord. Mais par contre, ça, la science ne veut pas l'expliquer. Voilà. Non, bah non. Le technicien de laboratoire me donne mes résultats en disant bah tout est nickel, tout est parfait, même voire mieux que bien, selon nos normes. Encore une fois. Hein, et moi, je ressors avec ça. Et je suis censé revoir cet allergologue pour lui dire amener le fait qu'elle a tort. Mais j'y suis pas retourné. J'avais pas la force de me dire allez, bonjour madame, bon tenez. En fait, tout va bien, j'ai aucune carence, même si c'est encore mieux qu'avant. Oui, parce que je crois qu'on peut voir les antécédents d'avant ce que je faisais, et donc du coup, on pouvait mesurer que, en ayant supprimé tout ce que j'ai supprimé, mes analyses de sang étaient bien meilleures que ce qu'elles pouvaient avoir été auparavant. Et donc là, tu te dis, alors qui a tort, qui a raison ? Est-ce que c'est la science, avec ses normes? Est-ce que c'est le professeur avec ses études, avec ses théories? Est-ce que c'est l'allergologue avec ses 15 années ou 20 années, parce qu'elle était âgée quand même, hein, de pratique? Ou est-ce que c'est le patient avec son sens de l'écoute et de discernement? Parce que moi, c'est simplement du discernement qui m'a amené à créer ce protocole. C'était soit la mort, soit la vie. Soit le cercueil, soit la vie. T'avais plus rien à perdre, en fait, en testant ce que t'as testé. Voilà, et c'est pour ça que moi, je me suis permis de faire ça, exactement, parce que d'ailleurs, les gens qui ne se permettent pas sont les premiers à te décrire comme étant un charlatan. Je l'ai entendu, ça. On m'a dit que j'étais un charlatan, qu'encore une fois, c'était dangereux. Donc, c'est les mêmes propos. C'est dangereux, oh là là, vous vous rendez pas compte. Donc, je me rends pas compte qu'en me sauvant la vie, je suis dangereux. Donc, voilà, c'est quand même... Et donc, c'est repris. Là, je me suis embrouillé parce que j'ai pas fini mon histoire. Du coup, on est parti sur autre chose. Je me suis fait embrouiller par quelqu'un qui travaille dans les hôpitaux, sous prétexte qu'elle connaît des scientifiques, des professeurs et des médecins. Elle a été fouinée dans mes propos, et elle a été se dire, j'en ai discuté avec un tel et un tel, c'est faux, c'est archi faux, et c'est vraiment dangereux. Oui, alors qu'elle te dit que le POIS n'existe pas. Oui, en plus, elle me dit que le post-orgasmic syndrome n'existe pas. Messieurs qui me regardez, est-ce que ça vous ferait plaisir, vous qui êtes atteint de post-orgasmic illness syndrome, je le dis en français, de syndrome de malaise post-orgasmique, ou je le dis dans une autre appellation française, de syndrome de malaise post-éjaculatoire, vous qui êtes atteint de ça, qui avez conscience de ce phénomène, qui le vivez dans votre chair, si quelqu'un qui travaille à la médecine, dans la médecine, vous dit, vous rabâche, et qu'en plus elle s'est concertée avec ses collaborateurs, confrères et collègues, ça existe, ça? Il y a des hommes? Non, c'est une invention, ça. Comment vous le prendriez? Comment vous prendriez le fait qu'on invente cette vie, cette condition dramatique qui est la vôtre, que vous-même, vous ne voulez pas accepter, hein, parce que c'est insupportable, mais comment vous le prendriez si quelqu'un venait vous dire « Non, ce que t'as, ça n'existe pas, tu racontes des conneries ». Tu sais, il y a quelque chose qui est quand même passé sous silence encore aujourd'hui, et... peu de gens en parlent, mais malheureusement, même dans la médecine, on peut vivre ce qu'on appelle de la maltraitance. On est beaucoup à l'avoir vécu. Tu l'as vécu, je l'ai vécu, on l'a vécu. Ouais. Bien sûr, on est maltraité, et c'est marrant parce que
personne ne se rend compte de rien. Même nous-mêmes maltraités, on se rend pas compte. Non, c'est-à-dire qu'on se laisse maltraiter parce qu'on pense que c'est normal et que c'est légitime puisque c'est un médecin qui nous ausculte. Et il y a tellement de faux diagnostics. Il y a même des dérapages dans les auscultations, quand même. Et ça, on en oui, parle, non, mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais oui, mais pour te dire qu'il y a de la maltraitance psychologique, qu'il y a de la maltraitance physique, et que c'est très grave quand on n'est pas pris au sérieux, quand on n'est pas entendu, quand on n'est pas reconnu, et qu'on est rabaissé, on se sent humilié, en fait, vraiment. Et comme tu le disais, c'est que ça va tellement loin que parfois on en vient à remettre nous-mêmes en question ce que l'on peut ressentir, c'est-à-dire qu'on finit par se dire mais attends, mais peut-être qu'en fait mes symptômes, est-ce que je suis sûre d'avoir ressenti ça, est-ce que c'est dans ma tête, ou est-ce que je l'ai vraiment vécu, enfin tu vois, tu finis par douter d'un truc qui est tellement fort et la douleur est tellement prégnante que tu te dis mais personne ne peut l'oublier. C'est comme une femme qui a vécu un accouchement, jamais elle peut avoir vécu cet instant-là tellement ça doit être douloureux. Bon bah toi tu souffres tellement dans ta chair que tu peux pas l'oublier, et que quand quelqu'un vient te dire mais non c'est dans votre tête, on te le dit tellement au point que tu arrives toi-même à en douter pour te dire à quel point c'est une forme de maltraitance. Et en même temps ça pourrait être dans notre tête. C'est-à-dire, non mais le cerveau, oui, bah le cerveau la douleur, c'est le cerveau qui déclenche le signal de la douleur. Oui, c'est ça. Si tu coupes les fils quelque part, il n'y a pas de douleur. Oui, bah oui, tu coupes les nerfs ou tu anesthésies le nerf et c'est terminé. Non, mais voilà, et c'est là où c'est difficile de... Des fois, tu te dis, étymologiquement parlant, c'est dur de contredire quelqu'un. Parce que moi, j'ai contredit pas mal de gens, j'ai contredit pas mal de médecins. Je suis pas très pote avec la médecine. Même si je vous adore, vous êtes des gens formidables, vous qui m'aimez bien, et qui me chiez pas dessus à chaque fois que je parle ou que j'éternue. Mais j'ai eu tellement de discussions contradictoires, et c'est vrai, quand quelqu'un me disait « Non, mais c'est dans ta tête », et moi j'étais là « Mais mes muscles sont en train de mourir, c'est dans ma tête. Ils sont là. C'est dans la tête. Ouais, c'est dans ta tête. Donc en gros, c'est moi qui fabrique ça. » Tu vois, après moi je suis parti loin. Mais en vrai, là où j'étais très virulent, c'était sur ce que je voyais qui était légitime. Mais en vrai, finalement, quand tu prends un peu de hauteur, tu te dis, dans l'absolu, je parle pas de la dégénérescence musculaire, mais dans l'absolu, la douleur, ça reste une information. Oui, c'est un signal électrique qui est envoyé au cerveau et le cerveau va l'interpréter. Et va surinterpréter selon ce que tu veux interpréter. Pourtant, toi, tu la vis dans ta chair, cette douleur. Mais donc, du coup, quand on me dit c'est dans ta tête, c'est pas complètement faux. Donc, vous énervez pas après tous les médecins, parce qu'ils ont pas complètement tort. Parce que tu peux dire, ouais, vous avez tort, des fois. Eh ben non. En vrai, ils ont pas complètement tort quand ils disent c'est dans votre tête, parce que c'est dans votre tête, en fait. L'information, elle arrive là. Maintenant, sur le plan du scandale de la prise en charge... Ça veut quand même bien dire que si l'information arrive, c'est bien qu'il y a eu un stimulus. Oui, mais ça peut être une mauvaise interprétation du stimuli. Oui, ça c'est sûr. Voilà. C'est-à-dire que... un stimulus, des stimuli, c'est ça? Ou écoute, peu importe. Alors, s'il y a eu une mauvaise interprétation, ou une surinterprétation, en effet, on pourrait dire, non, c'est vous qui faites rêver une douleur qui a rien. Par exemple, moi j'ai une douleur parce qu'il manque un muscle. Mais on va dire, vous pouvez pas avoir la douleur parce qu'il manque le muscle. Oui, mais c'est comme les personnes qui sont amputées et qui ont une douleur d'un membre qui n'est plus là. Ce qu'on appelle la douleur fantôme. Mais... Donc il y a un travail à faire sur la plasticité neuronale, enfin la plasticité du cerveau, pour pouvoir oublier qu'il y a un membre tout en se rappelant qu'il n'y en a pas. C'est faire dire la même chose. Mais là, par exemple, moi, j'ai mal à des endroits qui sont là, mais parce qu'ils sont encore là. Mais il manque des trucs. Donc je devrais pas avoir mal aux trucs qui manquent, parce qu'ils sont pas là. Pourtant, j'ai mal. Bon, on va changer de... parce qu'après, je pourrais théoriser à mon tour pendant 4 heures, mais en gros, oui, on a vécu des maltraitances. Oui, vous en avez vu aussi. N'hésitez pas, d'ailleurs, à nous énoncer dans les commentaires sous cette vidéo tout ce que si vous êtes concerné par la maltraitance médicale, si vous êtes concerné par le post-orgasmic inless syndrome, vous avez un petit formulaire à remplir, ça nous intéresse. Si vous avez... je mettrai le formulaire pour l'endométriose également, on ne sait jamais. Je le mettrai sous le formulaire
de post-orgasmic illness syndrome. Donc si vous avez rencontré des problèmes d'endométriose, de douleurs menstruelles, de SOPK, de fertilité, je parle pour les femmes bien sûr, et... La fertilité, ça peut concerner les hommes aussi. Oui, mais là, pour le coup, le formulaire, oui, d'accord, on va faire ça. Mais vous avez des trucs, vous cliquez, vous regardez ce que vous avez envie de remplir, ça sera avec grand plaisir. On étudiera chacun de vos témoignages et on prendra le temps de vous répondre dans la mesure de nos capacités. Enfin, surtout celle d'Ophélie, parce que moi, j'ai des problèmes de concentration sur les écrans. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Beaucoup d'entre vous ne l'ont pas compris, donc je le répète, non pas que je m'en plains, mais simplement pour qu'il y ait une transparence totale entre ce que vous m'exigez et ce que je ne peux plus faire. Je vous le dis pourquoi, parce que peu de gens croient, on rentre encore dans le domaine de l'invisible. Je vous dis que j'ai un problème de concentration et que du coup je ne peux pas faire de conversation écrite. Je ne peux pas faire de trucs sur les écrans comme ça. Vous m'écrivez en me demandant de vous écrire. Faut juste que vous compreniez que je viens de vous dire je ne peux pas interagir très longtemps avec les écrans, donc ne m'en voulez pas parce que j'ai pas répondu là, dans la minute. Donc il faut... Voilà, c'est de l'invisible, c'est du domaine de l'invisible. Oui, je fais du montage vidéo, oui, je publie, oui, je suis présent, avec Ophélie là, notamment. Oui, elle a un très beau programme d'accompagnement pour aider les gens comme vous à améliorer leur capacité physique, mentale et tout le reste. Mais c'est pas pour autant que nous sommes des machines, évidemment, nous ne pouvons pas être là, tac, 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 et moi encore moins. Donc je vous le redis, petite parenthèse, handicap invisible, parce qu'il faut savoir que l'endométriose et le post-orgasmic illness syndrome rentrent dans cette case-là, même si vous ne l'avez pas considéré jusque-là, ce sont une accumulation de défaillances invisibles, impalpables, qui altèrent votre capacité à agir dans une situation donnée. Donc c'est de l'ordre du handicap invisible. Oui, c'est handicapant. Moi j'ai une myopathie, une maladie neuromusculaire en plus, donc du coup voilà, donc du coup ce qui explique le peu de temps que je passe aussi par rapport aux écrans, mon système nerveux n'aime pas ça. Donc j'en ai peut-être trop dit. Partagez, abonnez-vous. Est-ce que tu as envie de conclure? Parce que j'ai parlé là, mais pour une fois que je parle, c'est vrai que je dois avoir environ 17 minutes de conversation cumulées sur cette heure-là. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter qui pourrait être croustillant pour survoler tout ce que nous venons d'évoquer? Je sais pas, simplement dire que malheureusement ou heureusement, mais quasiment seulement ceux qui ont vécu dans leur chair ces souffrances-là peuvent réellement vous comprendre parce qu'ils sont passés par là. Nous, c'est notre cas. Et on sait à quel point c'est une situation invivable et on sait à quel point c'est possible de s'en sortir. Et en fait, c'est accessible pour chacun d'entre vous. Vous en avez les capacités, votre corps en a les capacités. Ouais. Je voudrais rebondir sur un truc, parce que tu m'as donné une idée. Est-ce que tu peux leur dire à quel point, est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur le fait que les gens qui vous connaissent le mieux, vos plus proches, votre famille, peut parfois être ceux qui vous comprennent le moins? Non, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est que malheureusement, si eux-mêmes, même s'ils vous voient souffrir au quotidien, s'ils ne l'expérimentent pas dans leur propre chair, c'est très compliqué pour eux d'arriver à vous comprendre pleinement. Et parfois, je sais pas comment dire, mais eux-mêmes vont être un peu se ranger derrière l'avis de la science parce qu'ils sont impuissants face à votre douleur, ils savent pas comment vous entourer, ils savent pas comment vous aider et c'est pas facile non plus pour eux d'être spectateurs de ça. Alors certains vont carrément l'ignorer et ça c'est encore plus grave, mais ceux qui ne l'ignorent pas, oui, ils vont s'en remettre pleinement à la médecine et peut-être ne pas comprendre certains chemins alternatifs qui pourtant sont salutaires. Donc écoutez-vous vous-même, même si vous n'êtes pas approuvé par votre entourage, même si vous n'êtes pas approuvé par le corps médical, même si il n'y a que vous qui vivez ça, il n'y a que vous qui vous connaissez mieux que personne. Donc faut simplement se donner l'autorisation de se faire confiance et d'oser expérimenter quelque chose
de différent, de tester, au moins de tester. Qu'est-ce que vous avez à perdre en fait? Ouais, c'est vrai, ça, c'est pas mal. Et donc, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil de tester, comme par exemple, tu parlais de changer les habitudes, changer les habitudes de vie, changer les habitudes alimentaires. Alimentaire, c'est un pas énorme. C'est énorme sur les sentis, j'allais dire sur le chemin de la guérison. Je sais pas si on peut dire ça comme ça ou pas. Le chemin de la liberté individuelle. Oui, en tout cas pour améliorer sa condition, mais une des choses évidentes aujourd'hui, tout le monde en parle, c'est l'alimentation, évidemment. C'est marrant que tout le monde en parle aujourd'hui, j'en ai parlé il y a 20 ans, et comme je te disais tout à l'heure dans la vidéo... Et t'étais moqué. On m'a littéralement chié dessus, parce que j'ai dit que j'avais neutralisé 99% de mes douleurs. Comme ça. Bon, on reste sur c'est ça la fin ? Ouais. Ok. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça n'a pas été trop long. Dites-le nous en commentaire si vous aimez bien ce format. Ça nous permettra de savoir si, dans l'avenir, je fais plutôt des podcasts canapé, ou des podcasts Zoom, ou des podcasts tout seul avec moi-même. Ok ? Je vous laisse commenter, vous abonner, et surtout cliquer sur les liens qui sont dans la description. Ça nous fera plaisir d'avoir vos appréciations, que ce soit ici sur la chaîne YouTube, ou sur les comptes Instagram respectifs que je vais mettre dans les commentaires, dans la description. À bientôt.